This summer, Prime Video takes you back before Legally Blonde, before law school, and into the world of Elle Woods in high school. Set in 1995, this Gemini vegetarian knows exactly who she is until her family moves from Bel Air to Seattle. Packed with iconic fashion, 90s nostalgia, and a throwback soundtrack, Elle proves one thing. Law school was hard. High school was harder. From the world of Legally Blonde, watch Elle, a new original series only on Prime Video. Watch now. This summer, serve up the Cookout Classics, Heinz Ketchup and Kraft Singles. Every good burger needs a layer of perfectly melty cheese and thick, rich ketchup. We all know it's not a cookout without Heinz and Kraft. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Paloma, ma première jument. Alors, si vous avez écouté mon podcast sur mon premier cheval qui s'appelle Gitan, c'est la suite logique de Gitan. Puisque, pour faire un petit flashback, j'achète mon premier cheval Gitan et je suis en pension chez Stéphanie, une de mes monitrices qui fait du complet et qui m'aura accompagnée de nombreuses années avec mon cheval Gitan. Alors, vous me direz, mais pourquoi acheter un deuxième cheval à ce moment-là, alors que je suis très jeune, que j'ai un nouveau boulot qui me permet de gagner un petit peu mieux ma vie, mais je veux dire, je roule pas sur l'or. Eh bien, tout simplement parce que je commence à avoir la folie des concours, entre guillemets. Gitan me fera passer de mon galop 5 à mon galop 7, où j'ai passé une partie de mon galop 7 avec lui. Et du coup, galop 7 en poche, j'ai envie de commencer les concours amateurs. Le seul hic, c'est que, Gitan est origine inconnue, OI, et ce qui fait que c'est interdit de faire des concours amateurs officiels avec un cheval dont l'origine est inconnue. Même si je sais pertinemment que c'est un trotteur plus, j'ai pas de papier au niveau de mon cheval. J'ai que les papiers d'identification, mais j'ai pas de papier de race, en tout cas, ou de studbook, il est enregistré nulle part. Et donc, ça m'empêche d'aller en concours amateur. Alors, vous me direz, mais pourquoi tu restes pas en concours club ? En plus, tu as des hauteurs similaires. Ah oui, c'est vrai, hein, en concours club, on a jusqu'en club élite, c'est-à-dire 110. Et en amateur, ça commence à amateur, alors amateur 4 à l'époque, mais maintenant ça n'existe plus, mais amateur 3 où c'est 1 mètre, 1 mètre 5. Et puis après, on a amateur 2, 110, 115. Si ça n'a pas changé, hein, parce que ça fait tellement longtemps que je fais plus de concours que ça se trouve, c'est plus du tout ça le délire. Mais à l'époque, c'était ça. Amateur 1, où c'était 120, 125, si je dis pas de bêtises. Et après, il y avait amateur élite, où c'était 125, 130. Donc moi, je projetais, j'avais un petit niveau, hein, je rappelle, je venais de passer mon galop 7, donc j'enchaînais 1 mètre, 1 mètre 5. Et je voulais commencer donc les concours amateurs à la plus petite épreuve, c'est-à-dire 95 1 mètre, hein, parce qu'il y a des prépas 95 qui sont ouvertes justement aux chevaux, au club, donc aux chevaux origine inconnue, mais c'est que des prépas. Moi, j'avais envie de faire du vrai concours avec des grands prix et tout. Et du coup, je me prends de passion pour ça. Je fais quelques concours avec Gitan qui se passent plutôt pas mal, mais vu que c'est un trotteur, il ne sait pas très bien galoper. Et quand il galope, ça lui crée une crise de panique, ce qui fait qu'il charge tous les obstacles. Et je passe mon temps à skier sur la bouche de mon cheval. Donc, clairement, à l'époque, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que je suis très, très, très mauvaise, en connaissance de l'animal, du cheval. Donc, je ne me rends même pas compte que brancher sur la bouche, ça peut faire mal au cheval. Bon, aujourd'hui, ça me paraît être un truc de dingue, mais c'est vrai que j'ai longtemps monté mes chevaux sans me poser de questions. Mon moniteur ou ma monitrice me disait tends tes rênes et tire dessus quand il va trop vite. C'est ce que je faisais, quoi, sans me dire purée, il a un mort dans la bouche, je suis en train de lui détruire la bouche, quoi. Aujourd'hui, ça me paraît être lunaire et c'est un truc que je ferai plus jamais. Mais à l'époque, quand on manque de connaissances, on écoute tout simplement son moniteur d'équitation ou sa monitrice, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait à l'époque, tout simplement. Et auquel cas, je me dis que Gitan, du coup, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir faire de concours amateur avec lui. Je ne vais pas pouvoir progresser. Moi, mon rêve à l'époque, c'était de faire des grands prix 110, 115 et plus, quoi. Je me rappelle de mes moniteurs, mes coachs d'équitation qui sortaient à l'époque, ça s'appelait en B1. B1, c'était 135 et c'était un truc de dingue.
Donc bref, moi c'était trop mon rêve. Le saut d'obstacle, je voyais que par ça. J'étais passionnée de ça. Et du coup, avec mon nouveau taf, je décide de m'acheter ma première jument de sport de concours. Alors c'est un rêve qui se réalise. Je prends énormément mon temps, je fais toutes les annonces à l'époque, je me souviens sur les moteurs de recherche. Je vais voir plusieurs chevaux et je tombe sur Paloma que je vais voir au Mans. Alors c'est à 3 heures de route de chez moi, hein. J'avais fait de la route de fou. Et en fait, j'avais étudié toutes les origines pour trouver un cheval qui était très amateur, très placide et tout ça. Et à l'époque, il y avait un paire de chevaux, un étalon, qui s'appelait Clown du Chesnay et qui engendrait des chevaux qui étaient très amateurs, ce qu'on appelait à l'époque, donc hyper froid dans la tête, super cool, des bons chevaux de concours pour des amateurs débutants, quoi. Et moi, c'est trop ce que je cherchais. Et je tombe sur une annonce donc, de Paloma des Hongries. Et Paloma, elle est au Mans et elle est de Clown du Chesnay, justement. C'est une jument baie. Moi, mon rêve, c'était d'avoir un cheval baie. Et Gitan est alezan. Et d'avoir un vrai cheval type selle français, tout rond, tout gros. Les selles français à l'ancienne, en fait. Alors, Gitan, c'est un alezan tout fin, petit, bref, rien à voir. Et moi, je rêvais d'un gros selle français baie, ça me faisait rêver, quoi. Et pourquoi pas une jument, puisque j'avais déjà un hongre, et je connaissais pas les juments. J'avais eu une ponette en demi-pension vague que j'avais tellement aimée. Et du coup, je me disais que les juments, ça devait être trop cool. Je pars donc au Mans essayer Paloma. Son propriétaire était très sympa, enfin ses propriétaires étaient très sympas et c'était son naisseur aussi, c'est lui qui l'avait débourré et tout ça. Et j'essaye Paloma, mais j'ai encore les vidéos et c'est un moment magique. C'est la première fois que je monte un cheval qui saute vraiment bien, en fait, parce que pauvre Gitan, dans la précipitation et tout ça, il était tellement terrorisé qu'il sautait tout le temps à plat. Je ne savais pas ce que c'était un cheval qui prenait le temps de sauter, qui n'était pas stressé à l'obstacle et tout. Et il faut dire que son naisseur à Paloma avait fait du boulot très correct parce que la jument, elle était vraiment super calme, quoi. Et elle sautait, c'était vraiment facile et tout ça. Donc, je saute quelques obstacles tout petits, hein. Et vraiment, sur les vidéos, il n'y a pas de couac, quoi. C'est vraiment le coup de foudre, le coup de cœur avec cette jument. Je me souviens avoir sauté un bébé auxerre qui était tout minus. Et mais une sensation de dingue. Je ressens encore la sensation que j'ai eue en sautant avec elle. Et là, je me dis, c'est elle, quoi. Elle était dans mon budget, bref, et tout. Donc, je décide de l'acheter. Il y a une anecdote qui me revient. Avant d'acheter Paloma, je me souviens que j'avais essayé une jument qui s'appelait Rentre à la moinerie. Et pareil, c'était une jument baie, par contre très dans le sang. Et je l'avais essayée à côté de chez moi. Et en fait, j'avais dit au mec, je l'achète. Sauf qu'il me l'avait fait à l'envers. Il l'avait vendu entre-temps. Alors, entre le moment où je l'avais essayé, je lui avais dit je l'achète, et les moments où j'avais débloqué les fonds à la banque, parce qu'à l'époque, j'avais dû faire un petit prêt ou un truc comme ça, et il s'était passé même pas une semaine. Et en fait, quand je suis arrivée, quand je l'ai téléphoné pour lui dire j'attendais de vos nouvelles pour me dire quand est-ce que je peux venir la chercher, le mec, il me dit non, elle est vendue. Et là, j'avais pété un câble, je lui ai dit ah bon, mais comment c'est possible et tout. Mais je m'étais trop projetée sur les juments, moi et tout, tu vois. Bon, c'était pas un coup de cœur comme Paloma. Elle était un peu difficile, cette jument, je me souviens, qui m'avait coaché son propriétaire. Alors, c'était pas son naisseur, hein, c'était un marchand de chevaux, grosso modo. Et il m'avait coaché pour enchaîner un parcours. Et la jument, elle était super speed. Elle ressemblait un petit peu à Gitan dans le caractère, donc ça me changeait pas trop. Mais elle était super speed et je pense, avec le recul et l'expérience que j'avais, que ça aurait été une catastrophe. J'aurais massacré la jument, elle devait être un peu sensible et tout. Et étant donné que j'étais débutante plus, je pense que ça aurait été une catastrophe. Donc bref, Rentre, non, pas possible. Et du coup, tant mieux parce que je tombe sur Paloma. Alors, de mémoire, je crois que Paloma, à l'époque, a 5 ou 6 ans. Et moi, c'était le but de faire... dans l'idéal, dans mes rêves, j'aurais voulu faire les jeunes chevaux, les cycles libres.
Mais Paloma, elle avait fait les cycles libres déjà l'année précédente. Donc, elle devait avoir 5 ans, je crois, quand je l'ai eue. Et en fait, c'était cycle libre 2. Et ça commençait direct à 1,5 m. Donc moi, je n'avais pas du tout le niveau. Ça aurait été cycle libre 1, à l'époque, c'était 95 cm, je l'aurais fait. Mais 1,5 m, j'avais trop les jetons, j'avais jamais sauté vraiment ça en concours. Enfin, j'avais jamais sauté ça en concours. Donc pour moi, c'est beaucoup trop gros, quoi. Donc je m'étais dit, je commencerais par des prépas 95, puis des grands prix 1 m, des vitesses 1 m, des trucs comme ça. Et donc, voilà, tout se passe super bien. Je vais chercher Paloma. Et du coup, à l'époque, j'avais pas les moyens de payer 2 pensions box, à l'époque box paddock, qui me coûtaient un bras pour mes 2 chevaux. Donc j'avais trouvé en amont un pré qu'on me louait juste à côté de chez moi. Et du coup, j'aurais eu mes chevaux dans ce pré-là. Et c'est ce que je fais. Et je me rappelle encore mettre Gitan dans le pré avec Paloma. Et j'ai pris des photos ce jour-là et mes parents étaient là. Et j'étais tellement heureuse. C'était mon rêve qui se réalisait. J'avais mes chevaux, entre guillemets, juste à côté de chez moi. Il n'y avait que moi qui m'en occupais. C'était un pré de 2 hectares qu'un agriculteur me prêtait. Il y avait, je me rappelle, un petit cabanon et tout. C'était trop bien. Et en plus, juste à côté du pré, mais c'était... franchement, c'était à 500... Mais j'ai dit 500 mètres, pas du tout. C'était à 100 mètres du pré. Il y avait un cavalier professionnel qui était trop une star dans notre région, qui était cavalier jeunes chevaux aux haras nationaux, qui s'appelle Thierry Leroy. C'est un super mec. Enfin, moi, je m'entendais trop bien avec lui. Bon, je ne le savais pas encore à l'époque, mais en fait, il habitait juste à côté. Et je lui avais demandé, j'avais été tapée à sa porte, et je lui avais demandé si c'était possible que je loue sa carrière et pour monter ma jument, et de temps en temps, prendre des cours particuliers avec lui. Et il m'avait dit, mais c'était un mec super sympa, hein. Il m'avait dit, ouais, pas de souci, et tout, et tout. Et du coup, me voilà partie à être super bien coachée parce que le mec des haras, c'était un très bon cavalier. Ça doit l'être toujours à l'époque. Très gentil en plus. Et moi, petit amateur, j'étais trop contente, quoi. Donc, j'avais pas beaucoup de moyens. Donc, les cours particuliers, j'en prenais très rarement. Et c'est vrai que c'était un peu le fiasco au départ, puisque Paloma, elle était super gentille, mais je faisais tellement de bourdes et je montais tellement mal que j'avais réussi à pas la planter, parce que Paloma, elle n'a jamais refusé de sa vie, mais elle allait sauter un peu à reculons, petite mère. Et puis elle faisait des gros sauts, donc bref, cette jument, avec le recul, elle était incroyable. Franchement, c'était la jument de ma vie. Alors je dis c'était parce que vous allez voir que l'histoire, malheureusement, elle ne se termine pas forcément bien, sinon je l'aurais encore, hein, vous imaginez. Mais elle était incroyable. Je n'ai jamais eu une jument comme ça. Elle avait le caractère d'un hongre, elle n'avait jamais une chaleur, ça se voyait jamais. Elle était toujours hyper douce, hyper facile. On montait dessus, ça faisait peut-être 1 semaine que j'avais rien glandé avec elle, on montait dessus, elle bougeait pas un caillou. Elle était hyper bien éduquée de base. Le mec l'avait débourrée, mais vraiment comme il fallait. Elle avait peur de rien, elle sautait tout, elle allait en balade, jamais elle a fait un écart, jamais elle a pété en l'air, elle m'a jamais foutu par terre. Je la mettais devant un obstacle, elle sautait. Et elle avait une force, mais une force. C'était une jument qui était pétée de force. Donc en fait, quand je la mettais à enchaîner 110, même si j'allais à 2 à l'heure avec mon galop, parce qu'elle avait un peu un galop à 4 temps, c'était une jument assez lourde et surtout elle était hyper plan-plan. Donc elle était inquiétée de rien, elle n'était pas du tout dans le sang, tout allait bien, c'était une jument super plan-plan. Donc c'était un petit peu, entre guillemets, son défaut, c'est elle avait un petit galop plan-plan, donc pour aller sauter un peu gros, entre guillemets, parce que avec Paloma, à l'entraînement, j'ai enchaîné 130-135, donc pour aller sur 130-135, en étant débutante, il fallait quand même que j'ai un peu de galop, quoi, parce que je ne voyais pas mes foulées, je sautais des trucs. Alors j'étais coachée, hein, mais je sautais des trucs, j'avais envie de vous dire, je ne savais même pas comment je les sautais, merci la jument, hein, parce que je la foutais devant l'obstacle, j'attendais, quoi. Et cette jument, j'avais tellement confiance en elle, j'avais tellement un feeling, une connexion avec elle, j'aurais pu franchement sauter une falaise avec elle, tellement j'avais confiance, quoi. C'était une jument incroyable.
Et en plus, elle était sage, enfin, jamais au pré, elle m'a jamais fait une connerie. Alors si, elle s'était pris, la pauvre, c'était une grosse gourmande, comme beaucoup de chevaux. Et j'avais tellement mal clôturé mon pré, et l'agriculteur, il avait mis des barbelés partout, que en fait, elle avait voulu aller bouffer de l'herbe, sauf que c'était de l'autre côté de la clôture, sauf que c'était hyper mal électrifié, voire pas électrifié dans des endroits. Donc, ce qui fait qu'elle s'était pris les pieds dans le barbelé, j'avais dû comment dirais-je, la soigner et tout. Enfin bref, ça a été un peu la merde. J'avais failli avoir quand même des petits problèmes, mais heureusement, quand j'avais fait venir le veto, c'était juste une plaie sans gravité, mais bon, ça aurait pu être cata, quoi. Mais bref, elle avait des petits soucis articulaires. Je me rappelle que j'avais fait venir une éthiopathe à l'époque et elle l'avait trouvé déglinguée. J'avais eu un protocole de récup derrière, comment ça s'appelle, une réhabilitation, non, c'est pas ça, mais bref, je devais la faire marcher dans les montées des descentes, machin, bidule. Bon, elle était un peu type arthrosique, quoi. Mais jamais, enfin, la jument, elle était incroyable, quoi. Bref, je prenais énormément de plaisir avec cette jument. Donc j'ai commencé les concours amateurs, j'y allais toute seule. Bon, j'avais pas Thierry, mon coach, qui venait parce que lui, il avait autre chose à foutre que de se faire les concours amateurs 1 m, 1 m 10. Donc je faisais mes concours toute seule, je prenais un cours une fois tous les 3 mois. Enfin bref, je faisais tout toute seule avec ma jument et ça se passait super bien. J'étais sans faute. Alors, elle touchotait souvent les barres, petite mère, parce que je l'emmenais n'importe comment sur les obstacles. Donc je faisais souvent 4 points, 8 points, mais bon, ça s'arrêtait là. Et je suis montée comme ça jusqu'à Grand Prix 115. Mais vraiment à l'arrache, les gars. J'avais une jument incroyable. Je sautais Grand Prix 115, mais les yeux fermés, quoi. Et je faisais, mais quand je revois les vidéos, je faisais mais n'importe quoi, quoi. Je prenais du galop, et je la foutais devant l'obstacle, puis j'attendais. Puis elle sautait, quoi. Elle était incroyable, cette jument, incroyable. Et je me rappelle que on avait tellement progressé vite. Et à l'époque, j'avais une petite page Facebook avec 300 abonnés, je crois que ça s'appelait Paloma des Hongries. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous avez dû connaître cette page. Et du coup, j'avais même réussi à avoir un petit sponsor. Un petit sponsor, c'était une copine de l'époque. Son mec était peintre en bâtiment, je crois, et il m'avait payé un tapis avec son logo dessus. Oh, j'étais trop fière, en concours, je mettais ça. Et bref, donc voilà, je faisais les concours de ma région comme ça, et je suis montée jusqu'en 115. Et puis un jour, malheureusement, le propriétaire de mon pré m'a demandé de libérer le pré parce qu'il en avait besoin pour remettre des moutons. Donc j'ai dû partir et j'ai essayé de chercher une pension vraiment pas chère, et parce que j'avais pas une thune. Alors franchement, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes jeune et que vous avez envie d'avoir votre cheval, pitié, un cheval, ça coûte une blinde. Donc vraiment, attendez de gagner très bien votre vie pour avoir un cheval. Parce que c'est pas l'achat du cheval qui coûte cher, mais c'est tous les à côté. La pension, les soins vétérinaires, les vaccins, les vermifuges, la ferrure, tout ce que vous voulez. Ça coûte un bras. Et ce qui fait que je me retrouvais régulièrement dans la merde financièrement. Tout ça parce que j'étais inconsciente et j'avais 2 chevaux à charge avec un salaire de base. Donc c'était complètement inconscient de ma part. J'ai toujours réussi à me démerder à payer mes pensions. Et des fois, je ne sais même pas comment j'ai fait, sincèrement. Alors certes, je bouffais souvent des pâtes, mais mes chevaux, ils ont toujours manqué de rien. J'ai toujours payé mes pensions en temps et en heure. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais ça m'a valu des soucis et je vais vous expliquer pourquoi. Donc du coup, j'ai cherché une pension. Je suis en train de spoiler la fin, mais il faut que j'arrête de faire ça. Donc, je cherche une pension, je trouve un mec sympa qui s'appelle Benjamin, qui me dit, écoute, avec ton budget que tu as mis en annonce, je peux te proposer une pension pré pour tes 2 chevaux. Donc, je pars chez lui, c'est assez loin de chez moi, c'était à environ une demi-heure, 3/4 d'heure, je crois. Et j'arrive là-bas, franchement, l'endroit est dingue. Avec des super infrastructures, il est super sympa, Ben, et il me propose donc une pension pré. J'ai même un petit abri pour ma jument. Et alors, le seul hic, c'est qu'il veut laisser ma jument toute seule dans ce pré et mettre Gitan dans un autre pré dans les marais avec des poneys. Bon, j'accepte, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de budget à l'époque. Je crois que j'avais 200 balles pour mes 2 chevaux. Enfin bref, c'était une misère. Et du coup, il avait accepté, quoi. Et petit à petit, les mois passent et on arrive à l'hiver. Et en fait, Ben,
il gagnait vraiment pas sa vie avec 200 balles pour 2 chevaux. Et son but, en fait, c'était de transformer ses pensions, de pension prêt, en pension box, quoi. Et en fait, à l'époque, je me rappelle, c'était une technique un peu commerciale, je suppose, mais il m'avait fait de ouf culpabiliser parce que Paloma, elle était dehors, elle se les pelait, quoi. Et il m'avait dit, ouais, Gitan, c'est pas pareil, il a la retraite, c'est différent, enfin, il a un pseudo-retraite, c'est pas grave, mais Paloma, c'est une jument de sport, ça se met pas dehors, et tout, et tout, et tout, et tout. Et j'y connaissais strictement rien, et c'est vrai que j'écoutais beaucoup, beaucoup mes coachs à l'époque, comme beaucoup d'entre nous quand on n'y connaît pas grand-chose. Et je me suis mise à culpabiliser. Et du coup, je me suis serré la ceinture de ouf pour pouvoir payer une pension box. Alors, c'était censé être box paddock à l'époque, sauf que Benjamin n'avait pas beaucoup de paddock, il en avait un pour je sais pas combien de chevaux. Et ce qui faisait qu'en fait, je le savais pas à l'époque, enfin, j'avais pas capté qu'il sortirait pas Paloma. Mais ma jument, elle est à ce moment-là restée tout le temps en boxe, quasiment. Donc en plus, j'habitais assez loin, donc je venais peut-être 3 fois dans la semaine. Mais ma jument, ce qui faisait qu'elle faisait que du marcheur, quoi. Et aujourd'hui, c'est le fait de vous en parler, c'est une douleur encore pour moi. C'est une douleur incommensurable parce que j'ai offert l'enfer à ma jument sans le savoir. Elle est passée du pré avec un copain dans des conditions idéales. Mais vraiment, à l'époque, quand j'avais le pré chez l'agriculteur, elle avait des conditions idéales de vie. Elle était à l'herbe, au foin, à volonté. Elle avait des granulés matin et soir. Certes, elle n'avait pas un d'abri, mais elle avait des haies. Et je lui mettais une espèce de doudoune de la mort. Elle n'a jamais eu un seul problème de santé. Et là, à partir du moment où je la rentre en boxe, l'hiver chez Ben, c'est la descente aux enfers. Et en fait, je m'en rends pas du tout compte. Je fais entièrement confiance. Et souvent, Ben, il me dit « Ouais, tu viens pas t'occuper de ta jument et tout. » Mais je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Moi, je me dis « je la mets en pension, en fait. » Moi, je viens la travailler, je viens la brosser, je viens m'en occuper. Mais j'habite loin et je travaillais beaucoup, beaucoup à l'époque. Et j'étais je faisais beaucoup d'heures pour pouvoir payer, en fait, la pension de ma jument. Et parce que ça me coûtait un bras, hein, clairement, parce que ça me coûtait un bras, ça me coûtait le prix d'une pension, box, donc ça me coûtait beaucoup plus cher que le prêt, plus le prêt de gitan, enfin bref. Donc je me saignais pour mes chevaux. Sauf qu'en fait, la jument, moi, elle n'a jamais montré un pétage de cap quand je la montais. Elle a levé une fois le cul dans sa vie parce qu'elle ne devait pas être sortie depuis je ne sais pas combien de jours, mais c'était une jument extrêmement placide et elle était très très froide, donc elle montrait pas de signes. Enfin, moi à l'époque je les voyais pas. Peut-être que ce serait aujourd'hui, je m'en rendrais compte qu'il y a un problème, mais à l'époque je voyais pas du tout que ça allait pas. Et en fait, Paloma, un jour, elle fait une colique. C'est la première fois de ma vie que je vois mon cheval faire une colique, parce que Gitan n'en a jamais fait, parce qu'il a toujours eu des conditions de vie qui étaient... il allait au pré toute la journée, il rentrait au box le soir, au pire, voilà quoi. Donc il a jamais fait de colique de sa vie, ce cheval, et c'est la première fois que ça m'arrive. Et en fait, je me rappelle très bien de ce moment-là, puisque je l'emmène en trotting, et en fait, elle avançait pas. Et c'est horrible, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je vais essayer de pas pleurer. Je l'emmène en trotting, et en fait, elle avance pas. Et à l'époque, ton cheval avance pas, tu lui donnes des petits coups de talon, puis des coups plus forts, puis tu donnes un coup de cravache, etc. Et en fait, je me suis retrouvée à lui donner des coups de talon comme un débutant, là, paf, 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 dans le bide. Alors que la jument, elle était en colique. Putain, mais qu'est-ce que j'ai été complètement conne, mais... Et du coup, je fais le trotting comme ça, et elle avance pas. Et elle fait des bruits comme ça. Enfin, putain, elle devait souffrir le martyre. Et je finis le trotting comme ça. Et en fait, je la rentre au box. Elle s'effondre. Et elle s'effondre. Elle s'allonge dans le box de douleur. Et là, je me mets à paniquer. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça, c'est un truc, je m'en voudrais toute ma vie, de ne pas avoir compris que ma jument... Mais il y a un moment, c'est un sentiment tellement égoïste qu'on a de monter à cheval moi, c'était un vrai manque de connaissance de l'animal qui m'a fait la maltraiter, en fait, au final. Et ça, c'est aujourd'hui, tous les jours sur les réseaux, je me bats pour sensibiliser les gens au bien-être équin parce que pour moi, j'ai tellement fait d'erreurs que je veux sensibiliser les gens et leur dire « ne faites pas les mêmes erreurs que moi ». Quoi. Et bon, la jument est allongée dans le box. On appelle le vétérinaire. Le vétérinaire me dit... c'était un très très bon vétérinaire.
docteur Leport à l'époque. Il l'ausculte dans tous les sens et il me dit c'est une colique. Il me dit s'il n'y a pas d'amélioration d'ici 1 heure ou 2, vous me rappelez, je reviens. Pas d'amélioration. Moi, je devais aller bosser entre-temps. C'était Poupoune à l'époque, une petite groom qui était trop mignonne, qui avait éveillé Paloma pendant des heures pour savoir si ça allait mieux ou pas. Et docteur Leport revient. Et là, il fouille la jument, il dit il y a une torsion de l'intestin, il faut absolument l'emmener en clinique pour l'opérer si on veut espérer qu'elle survive les prochaines heures. Benjamin m'appelle, il me dit écoute, on emmène ta jument en clinique, viens, machin, il faut l'emmener, est-ce que tu as une assurance ? Coup de bol, j'avais une assurance. Il me dit ne réfléchis pas, on l'emmène au Mans, c'est la meilleure clinique possible, on y va. Donc du coup, je demande au travail, je dis voilà, ma jument, machin, j'explique tout. J'avais à l'époque un chef qui était génial, qui me dit oui, allez-y. Voilà, faire 3 heures de route. Alors moi, j'ai pas conscience en fait que je sais que c'est grave, mais dans ma tête, à aucun moment, ma jument peut mourir. À aucun moment, j'imagine ça. Donc on fait la route avec la maman de la femme de la conjointe, enfin de la copine de l'époque de Benjamin. Adorable. Elle me prête son camion, enfin elle m'emmène au Mans en fait avec son camion et tout quoi. On arrive au Mans, c'est vraiment une grosse clinique, je me souviens même pas du nom. J'ai ma mémoire, c'est tellement des moments difficiles pour moi que ma mémoire a refoulé totalement ces souvenirs, enfin une partie, et le fait de vous le raconter, il y a beaucoup de choses qui remontent. C'est pas facile, hein. Je vous avoue que j'ai la gorge nouée, ça s'entend peut-être dans le podcast, mais c'est très dur pour moi de raconter cette histoire-là, parce que je revis une seconde fois ce qui s'est passé. Je vous cache pas que je risque de pleurer pendant le podcast, vous allez comprendre pourquoi. On arrive à la clinique, le docteur à l'époque, je me rappelle même plus du nom du mec, c'était un ponte, le mec c'était the docteur de la colique quoi. Le mec qui t'opérait le cheval, si t'avais une chance de survie, c'était avec lui quoi. Et du coup, le mec il me la prend en urgence, enfin bref, ils font tout ce qu'il faut, mais vraiment, ils font vraiment tout ce qu'il faut. Il n'y a rien à dire, je suis prise en charge. Ils me disent, vous êtes assurée ? Oui. Moi, je me pose pas de questions. Je suis assurée, mais je me dis pas, il y a peut-être des clauses. Non. Je me dis pas, une opération de colique, ça coûte un bras. Non. À l'hôpital, enfin à la clinique, ils me préviennent quand même. On vous prévient, c'est des gros frais. Est-ce que vous êtes bien assurée ? Est-ce que vous avez vos papiers ? Donc, je montre les papiers d'assurance. Elle me dit, ok, on y va, machin. Ils opèrent ma jument. Et dans la conversation, on discute et je leur explique que je suis assistante vétérinaire. Et ils me disent, génial, vous allez assister à l'opération avec nous. Alors, est-ce que ça vous dit ? Moi, je dis, bien sûr que ça me dit, bien entendu, quoi. Et du coup, j'arrive sur le bloc avec ma jument et je vais être les petites mains de ce docteur vétérinaire dont je me souviens plus le nom, qui a un putain de ponte. Bref. Si ça vous revient, parce qu'il était hyper connu, ce mec. Sur Instagram, envoyez-moi un DM si vous avez connu. Je crois que c'est la clinique vétérinaire du Petit Renault, un truc comme ça au Mans. Bref, et du coup, je me retrouve avec ma jument ouverte en deux devant moi. Et les intestins qui sortent, enfin, je vous passe les détails, il y a une torsion. Et en fait, quand il ouvre, le docteur... Moi, je suis ses petites mains, hein, j'étais assistante vétérinaire en chir. Donc, c'était mon job, j'étais habituée, il n'y a pas de souci. Et en fait, je l'entends dire « Oh putain, c'est une entéro ». Et c'est une entérotoxémie. Alors, une entérotoxémie, pour faire quelque chose de très rapide et vous faire comprendre ce que c'est en fait toutes les mauvaises bactéries qui se déversent dans le sang du cheval et qui intoxiquent le cheval. Les conséquences d'une entéro, ça peut créer une fourbure tellement extrême que, en gros, tous les 4 pieds du cheval sont liquéfiés sur place et le cheval ne peut plus tenir debout. Donc, il remet les intestins en place. Effectivement, il y avait un nœud. Moi, j'ai jamais opéré un cheval autre que ma jument. Et c'était probablement le truc le plus dingo que j'ai vu de ma vie. Il y avait vraiment un nœud. Les intestins avaient fait un nœud, quoi. C'était incroyable. Et du coup, le chirurgien remet l'intestin à sa place, en fait, hein. Il recoue ma jument, il referme tout ça, et il est silencieux. Et pendant l'opération, je lui dis « Est-ce qu'elle va survivre ? Et il me répond pas.
Et en fait, pendant les jours qui suivent, alors je prends carrément des vacances en fait pour rester auprès de ma jument pendant plusieurs jours après l'opération. Et en fait, je veux pas la quitter. Et je passe mes journées entières dans le box avec elle. Et je suis encore habillée dans ma tenue de travail quand j'ai tout lâché mon boulot au moment où j'ai emmené ma jument quelques jours auparavant à la clinique, quoi. J'ai même pas de tenue de rechange, je prends des douches, je me rappelle avoir pris une chambre au Formule 1, je prends des douches, je lave mes slips dans le lavabo, enfin mon slip en l'occurrence dans le lavabo, je demande à mon mec de l'époque de me ramener 2-3 fringues, mais j'ai mes talons de boulot, enfin bref, je suis habillée en boulot, quoi. Mes talons de boulot, mes petites chaussures de boulot, je suis habillée en boulot, quoi. Et du coup, les nouvelles, les jours d'après, que ce soit les auxiliaires vétos ou les vétérinaires, ils me disent on ne sait pas. On ne sait pas si tout va dépendre des prochains jours, de comment elle va réagir suite à l'entéro. Parce que la colique, en fait, en elle-même, c'est bon. La colique, ils ont mis les intestins en place, la jument, le transit s'est fait derrière, la colique, c'est bon. Mais l'entéro, derrière, les toxines, elles continuent de se diffuser dans le corps et ça, ils y peuvent rien du tout. Alors, il la foutent sous, je me rappelle, tout un tas de médocs, elle en a dans tous les sens et elle sent mauvais, elle sent le chimique en fait quand elle respire. Je me rappelle être tout le temps à côté d'elle et je suis tout le temps collée à sa tête et je lui parle toute la journée et je sens dans son odeur qu'elle sent le chimique en fait quand elle respire. Enfin, la jument, elle est intoxiquée de médocs et de toxines, c'est une horreur. Et elle souffre, mais elle souffre le martyre. Mais je me rappelle, comme si c'était hier, de son regard de souffrance ultime. Et je crois que je reste 3, 4, 5 jours avec elle. Et il y a un moment donné, il faut que j'aille bosser, quoi. Parce que mon patron, il m'appelle et il me dit « Stéphanie, c'est bien gentil, mais il y a un moment, il faut venir bosser, quoi. » Donc je retourne travailler. Et les vétos me disent « De toute façon, ça ne sert à rien que vous restiez là. » Je me rappelle que je ne dormais pas de la nuit et je faisais des siestes dans le box avec elle, quoi. Et je passais mes journées entières. J'arrivais le matin aux premières heures, genre il devait être 7-8 heures, et je repartais, des fois, il était 21h, 22h, enfin, c'était what the fuck. Ils me viraient, en fait. Ils me viraient. Et en fait, à la fin, avec l'équipe, je mangeais avec eux dans le réfectoire. Là, ils avaient une espèce de petite salle, là, ils bouffaient tous ensemble. Puis ils m'avaient tellement pris de sympathie qu'ils me disaient de venir bouffer avec eux, quoi. Enfin, adorable. C'était une équipe adorable. Et il y a un moment, donc il faut que je reparte. Et je me souviens. Alors, il m'avait dit, l'équipe, de toute façon, on en saura. Il va falloir attendre quelques semaines. Peut-être que dans 15 jours, on aura plus d'infos, mais pour l'instant, tant qu'on la maintient, on la maintient, mais il ne faut pas qu'elle déclare de fourbure. Les vétos me disent, là, si elle déclare une fourbure aux 4 pieds, ça sera très compliqué. Et en fait, je me rappelle dire au revoir à ma jument. Et je le sais au fond de moi que je ne la reverrai jamais. Et c'est horrible. Je pleure pendant 3 heures de trajet non-stop, d'abandonner ma jument dans cette clinique, toute seule. Enfin, c'est un déchirement. C'est horrible. C'est vraiment la pire sensation que j'ai eue, je crois, de toute ma vie. Avec, c'est horrible à dire, parce que c'est 2 choses bien différentes, mais la perte de ma cousine, Lolo, qui était comme ma grande sœur. Pour moi, j'ai perdu 2 sœurs. Une sœur animale et une sœur humaine. Mais c'est vraiment les moments dans ma vie les pires. La perte de Paloma et la perte de ma cousine Lolo. C'est 2 moments qui, pour moi, sont très similaires dans la souffrance. Paloma, c'est la jument de ma vie. À l'époque, ça va très mal avec mon mec. Je vous ai fait un podcast là-dessus. C'est Guillaume, le mec qui m'a trompée pendant 6 ans. Et ma jument, c'est toute ma vie. Gitan, il est là, hein, c'est pareil. Mais j'ai une relation avec Paloma qui est tellement fusionnelle et je déverse toute ma vie en elle. Je lui parle pendant des heures. Je me rappelle aller chez Benjamin, il se foutait de ma gueule parce que je m'asseyais dans le pré avec ma jument, puis je restais des heures comme ça à la regarder, puis à lui parler. Et c'était mon exutoire, c'était ma thérapie, ma jument, c'était toute ma vie, quoi. Et là, je sens au fond de moi que je ne la reverrai pas. Et tous les jours, j'appelle les vétérinaires. Tous les jours, ils me font un bilan. Tous les jours, et je croise les doigts parce qu'elle ne fait pas de fourbure, Et au bout du 10e jour d'hospitalisation, il m'appelle pour me dire que ça y est, elle déclare une fourbure aux 4 pieds. Et que là, elle souffre énormément.
énormément. Et je me souviens avoir dit au vétérinaire, si c'était votre jument, qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Et le vétérinaire m'a dit, si vous aimez profondément votre jument, il faut arrêter la souffrance. Il me dit, ça fait bientôt 12 ou 13 jours, je crois, qu'elle est chez nous. Elle souffre tous les jours. Mais là, aujourd'hui, depuis qu'elle a déclaré la fourbure, ça devait faire 24-48 heures, il me dit, c'est une souffrance tellement intense qu'on ne peut plus rien faire pour lui soulager la douleur, en fait. Et il m'a dit, si vous aimez profondément votre jument, il faut arrêter la souffrance, il faut l'euthanasier. Et là, je me rappelle au téléphone, je dis oui, faites-le. C'est la décision la plus difficile que j'ai prise de ma vie, je crois, et celle qui m'a fait le plus souffrir. J'ai tellement craqué que j'ai appelé en pleurs mon patron pour lui dire que je ne pourrais pas venir travailler. Je n'arrivais pas à expliquer pourquoi. Et je lui ai expliqué pourquoi après, il s'est foutu de ma gueule, ce con. Bref. Mais c'est horrible. C'est horrible. Je tue ma jument. À ce moment-là, je tue ma jument. Et en fait, ce qui se passait en plus, c'est que, alors, j'avais une assurance pour l'opération de colique, mais l'assurance ne prenait pas, enfin, elle prenait en charge un certain montant, mais forcément, avec 12 ou 13 jours d'hospitalisation, des soins intensifs tous les jours, enfin bref, une opération de colique, vous n'imaginez pas à quel point les frais se sont élevés, mais comme jamais. Et en fait, une assurance, ça vous couvre 5-6 000 euros de frais, quoi. Et basta, en fait. Terminus, au revoir, quoi. Et en fait, les vétérinaires m'avaient prévenu en me disant, on va dépasser le forfait de l'assurance. Là, ça va vous coûter beaucoup plus cher, quoi. Donc, est-ce que vous avez de quoi payer ? Et moi, c'était hors de question que j'abandonne ma jument. Et j'avais fait un truc à l'époque, un truc qui se fait énormément aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais jamais vu ça du tout, ça n'existait pas. J'ai fait une opération, entre guillemets, commerciale, enfin, c'est pas commercial, j'ai appelé à la générosité des gens, j'ai appelé cette opération 1 euro pour Paloma. Et en fait, je demandais aux gens de me verser 1 euro symbolique sur ma page Facebook, et que s'ils partageaient cette publication et qu'ils relayaient l'information, 1 euro plus 1 euro, eh bien, ça m'aurait aidé à payer cette opération, enfin, à payer cette hospitalisation et donc sauver ma jument, parce que si on arrêtait les soins à l'époque, c'était foutu, quoi. Et en fait, cette opération, elle a été incroyable parce que toutes mes copines, tous mes amis et mes 300 followers de Paloma des Hongries ont tous participé et partagé cette publication. Ce qui fait que je suis arrivée à une somme qui a, je ne me rappelle plus, hein, j'ai rien à cacher, mais il me semble à l'époque que le forfait assurance, c'était 5 000 euros qui prenait en charge maximum. Et je crois que l'opération de colique, c'était un truc de dingue, mais c'était genre 10-12 000 euros en tout. Ce qui fait que j'avais 6 000 euros, moi, à payer de ma poche, 6 ou 7 000 euros. Je les avais pas, hein, clairement. J'avais pas un rond de côté. Et je savais pas comment j'allais payer les vétérinaires. Je leur avais dit, hein, je sais pas comment je vais payer. Et les vétos m'avaient dit, écoutez, on a une éthique, on va pas laisser mourir votre jument. Trouvez de l'argent, par contre, parce que vous aurez des dettes, mais on va pas vous laisser tomber. Enfin, franchement, c'était devenu mes potes, hein, je vous dis clairement, ils étaient tellement adorables. J'avais passé 5 jours avec eux, ils avaient pitié aussi, tu vois. Et en fait, j'ai fait cette opération. Et cette opération, 1 euro pour Paloma, elle a tellement été partagée sur les réseaux sociaux et par mes copines. Et je me rappelle avoir une amie, Julie, qui avait fait une opération sur les concours. Elle avait fait, pas un mini-stand, mais elle avait été voir les gens, elle expliquait mon histoire et tout. Elle avait récolté des fonds. Enfin, c'était un truc de dingue. Et j'ai vraiment eu un élan de solidarité à ce moment-là, mais dinguissime. Et j'ai vu la magie des réseaux sociaux, hein, clairement. Et j'ai récolté assez de fonds pour payer cette opération de colique, pratiquement en entier. Alors, je crois que j'ai dû débourser de ma poche quand même 2-3 000 balles, mais j'ai envie de vous dire, j'avais récolté 3 000 euros, quoi. C'était dingue. Et en fait, je prends la décision d'euthanasier mes juments. Et je me rappelle avoir fait une annonce à cette époque-là sur les réseaux. Alors, je ne me filmais pas, mais j'écrivais beaucoup. Et je dis aux gens, j'ai dû euthanasier Paloma aujourd'hui et je vais tous vous rembourser puisque l'opération s'appelait 1 euro pour sauver Paloma et je n'ai pas sauvé Paloma. Donc, je vais vous rembourser.
Et j'ai demandé à tous les gens qui souhaitaient que je les rembourse. Alors, il y en avait certains qui avaient donné 1 euro, hein, comme l'opération, mais il y en avait d'autres qui avaient donné peut-être 100 euros, quoi. Enfin, c'était dingue. Et je voulais rembourser chacune de ces personnes. Et j'avais expliqué l'histoire au vétérinaire. Je leur avais dit, je vous paierai. Je vous paierai. Vous me faites des mensualisations, je vous paierai. Mais je ne peux pas utiliser l'argent des gens qui m'ont aidé, qui veulent m'aider, parce que ma jument est morte, en fait. Et en fait, élan de solidarité. J'ai du mal à parler, ça m'émeut tellement, cette histoire, que j'ai beaucoup de mal à vous l'expliquer, j'en suis désolée. Mais l'élan de solidarité des gens a été que pratiquement, je crois que j'ai dû rembourser 10 personnes sur je ne sais combien de centaines, et je pense qu'il y avait peut-être eu plus de 1000 personnes qui ont participé. Je me rappelle, j'avais un fichier, j'avais tout noté, quoi. Et en fait, je crois qu'il n'y a eu que 10 personnes sur, je dis n'importe quoi, 1000 qui ont voulu que je la rembourse. Toutes les autres m'ont dit « Non, mais Steph, en fait, non. Tu gardes cet argent, tu payes les frais de vétérinaire que tu as et c'est notre cadeau, c'est notre BA. » J'ai eu un élan de solidarité, mais incroyable. Et ça, c'est un souvenir qui, aujourd'hui, je pense, a fait que je suis encore sur les réseaux sociaux parce que j'ai pris conscience qu'il pouvait y avoir beaucoup de choses très, très belles sur les réseaux et on pouvait sensibiliser les gens. Et c'est vrai qu'à partir du moment où Paloma elle est morte, je me suis dit il faut que je continue sur les réseaux et que je raconte cette histoire et que j'aide à mon tour les gens qui sont... pas mal informés sur la colique, etc. Et j'ai fait beaucoup de prévention après sur les forums, par exemple, où les gens qui avaient des coliques, je leur disais, voilà, si vous avez tel symptôme, partez tout de suite. En fait, c'était à mon échelle, mais j'avais besoin de rendre service à mon tour, en fait. Et j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux, les forums, à l'époque, forum FFE, Co, pour les vieux qui ont connu ça, pour sensibiliser justement, en fait, les gens et tout, et sur les coliques, enfin bref. Et aujourd'hui, si je fais ça encore pour le bien-être équin, c'est pas anodin. C'est Paloma et cet élan de solidarité, ça y est pour beaucoup, je pense. Et bref, donc j'ai perdu ma jument de ma vie. Quand je suis retournée aux écuries, je me rappelle que Benjamin m'a forcée à remonter à cheval. Il m'a dit, Stéphanie, droit dans les yeux, il m'a dit, Stéphanie, si tu ne remontes pas à cheval aujourd'hui, tu ne remonteras plus jamais à cheval de ta vie. Et il m'a dit, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux, c'est ta passion depuis toujours. Tu veux arrêter de monter à cheval. Il m'a dit, tu montes à cheval. Et en fait, il m'a forcé, entre guillemets, c'était un copain, même si on n'est pas d'accord sur la vision des chevaux et leur mode de fonctionnement, leur mode de vie, parce que lui, c'est un mec à l'ancienne, boxe, sport et tout, et moi non. C'est vrai qu'il m'a soutenue quand même pas mal. Bon, le fait que Paloma ait fait une colique, on l'a su après, c'était parce qu'elle était en boxe en permanence, elle marchait pas assez, elle n'avait pas assez de fibres et de fourrage. Donc les conditions de vie chez Benjamin ont été clairement la cause de sa colique. Cette année-là, ce même mois, il y a eu 3 chevaux morts de colique chez lui, mais parce que en fait, les chevaux sortaient pas et ne mangeaient pas assez. Après, il a arrêté de mettre les chevaux sur copeaux, je crois, et les a mis sur paille, ce qui a empêché de faire des coliques, je pense. Mais il n'a pas plus sorti ses chevaux, il les a mis tout le temps au marcheur. Bref, les chevaux ne sont pas faits pour faire du boxe, du marcheur, messieurs, dames, si vous écoutez ce podcast, mais pour aller au pré avec des copains et manger de l'herbe ou du foin, des fibres, H24 à volonté. Bref, petite aparté. Et en fait, il m'a fait monter à cheval. Il m'a fait venir comme avant. Donc je venais 3-4 fois par semaine et il me faisait monter tous ses chevaux. Tous ces jeunes, tout. Il me disait, c'est qui t'a préféré ? Je me rappelle, j'aimais bien Roussette à l'époque. Tu montes Roussette. Et il me faisait monter tous les chevaux que je kiffais. Et en fait, je pense que ça m'a sauvé l'équitation, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pas arrêté le cheval grâce à ça. Je pense que s'il n'avait pas été là, les mois qui ont suivi, à me faire monter à cheval comme ça, à me forcer, à me coacher tout le temps, il me lâchait jamais la grappe. Dès que j'arrivais, il me disait, tu veux monter qui ? Tu veux monter qui ? Et il me lâchait pas, jusqu'à temps que je retrouve le goût de monter, en fait. Et que, à nouveau, j'ai envie d'acheter un cheval. Alors, ça a mis du temps, hein, forcément.
j'avais réussi à payer les 3/4 de mon opération de colique avec l'assurance plus les dons. Et il me restait une coche de 3000 balles que j'ai réussi à solder en 1 an, je crois, chez les vétos, parce que j'avais pas un rond de côté, clairement. Et du coup, j'ai monté ces chevaux pendant tout ce moment-là. J'ai pas mal progressé, du coup, parce que je montais plein de chevaux différents. Et surtout, ça m'a empêché d'arrêter le cheval. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureuse de ça et je leur remercie, puisque je pense que si aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est pas français ce que je dis, mais bref, je suis dans l'émotion, c'est grâce à lui et à sa ténacité. Et il m'a forcé. Avec Claire, sa copine de l'époque était une amie. Et ils m'ont forcé, ils m'ont sorti de ma tristesse qui était horrible. Paloma, je l'ai pleuré, mais des années. Pendant des années, dès que je pensais à elle ou dès que je parlais d'elle à des gens, je pleurais. Ça a été une douleur pendant des années, même encore aujourd'hui. Là, je suis fière, j'ai pas pleuré pour l'instant. Mais même encore aujourd'hui, c'est très difficile pour moi de parler de cette histoire et c'est pour ça que vous étiez nombreux à me dire « Mais quand est-ce que tu racontes l'histoire de tes chevaux ?» Mais je voulais le faire dans l'ordre. Et Paloma, c'est trop dur pour moi d'en parler encore aujourd'hui, même si là, je suis contente, j'ai réussi à le faire sans pleurer. Alors, elle est morte en 2011, le 9 juin 2011, exactement. Je connais la date par cœur. Et petit clin d'œil de la vie, Mimi est née, ma jument d'aujourd'hui, Mimi est née un 9 juin. Donc, voilà. Moi, je crois un petit peu aux petits trucs comme ça, aux petites coïncidences et tout. Et je me dis que c'est pas anodin. Et ça y est, c'est le moment où je vais pleurer. Non, j'ai pas pleuré du podcast, donc je vais pas me mettre à pleurer maintenant. Oh putain, c'est pas loin. Oh là là, c'est tellement dur cette histoire, tellement dur. Elle me manque, cette jument. Et je crois aussi un petit peu... Enfin voilà, ça y est, je pleure. Je crois un petit peu aussi un après la mort. Enfin bref, on n'est pas dans le spirituel, là, mais je me dis que je la reverrai un jour, ma jument. J'ai trop besoin de la revoir, de lui demander pardon. Voilà. Je suis désolée, ça y est, ça lâche. De lui demander pardon pour tout ce que j'ai pu lui faire par manque de connaissances surtout. Et lui dire merci, en fait, pour tout ce qu'elle était. C'était une jument incroyable. Et pendant 12 mois, j'ai jamais pensé à racheter de cheval. Parce que c'était trop dur pour moi. Et c'est vrai que c'est Benjamin et Claire qui m'ont poussé encore une fois à me dire « Steph, ce serait bien que tu achètes un nouveau cheval. » Et je leur disais « Mais j'ai pas une thune. » Et en fait, c'est vrai que c'est eux qui m'ont poussé. Mais t'as une situation stable, fais un petit prêt, c'est rien, etc., etc. Et c'est vrai que du coup, c'est ce que j'ai fait encore à l'époque. Je crois que j'avais fait un petit prêt. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr, parce que j'avais pas une thune. Et c'est l'histoire d'après, de ma jument d'après qui s'appelle Whitney. Et je suis désolée de pleurer comme ça. Ça devait pas être très agréable à écouter dans le podcast. Mais j'ai réussi à me retenir tout le long et c'est sorti. Bref. Et Whitney, ce sera l'histoire prochaine. C'est une autre de mes juments. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux Instagram ou YouTube, vous avez vu passer un post où je m'excuse auprès de Whitney. Parce que, oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec Whitney aussi. Mais ça, ce sera l'histoire dans un autre podcast. Donc c'était Steph de Ponycorn, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast qui était extrêmement difficile pour moi à raconter, même autant d'années après. C'était en 2011, je ne sais pas si vous pouvez faire le calcul pour moi, parce que je suis très mauvaise en calcul mental, mais je crois que ça fait 15 ans. Et toujours 15 années sont passées et c'est toujours aussi difficile pour moi d'en parler. C'était... Enfin, pour moi, mes animaux, et puis si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, c'est des membres de ma famille. C'est pas des accessoires ou des trucs pour faire du sport ou quoi ou qui est. C'est des membres de ma famille. Et Paloma, c'était une sœur pour moi, vraiment. Je la considérais vraiment comme ça, une sœur. Mimi, je la considère plutôt comme ma fille. C'est différent, mais Paloma, c'était une sœur. C'était vraiment une sœur pour moi. Et elle me manque. Et le fait d'en parler aujourd'hui, elle me manque.
ma grosse poupoule, je l'appelais, ma grosse poupoule, c'était Poupoule, ou Palo, bref. Voilà, c'était l'histoire de ma jument incroyable Paloma des Hongries, avec qui j'ai fait un petit bout de chemin et que j'oublierai jamais. Et j'espère retrouver un jour, quand à mon tour, je serai plus sur cette terre, j'espère pouvoir encore la caresser et sentir son odeur. Parce que je suis très olfactive comme personne et son odeur, je pense que je la sentirai de nouveau, je saurai que c'est elle, quoi. C'est incroyable. Donc je close ce podcast parce que je sens que je vais repleurer, j'ai pas envie. Donc merci d'avoir écouté et on se retrouve nous tous les mardis et tous les vendredis à 22h.